Bonjour à tous et bienvenue à Stock, donc, du coup, sur le ranking. Donc effectivement, je m'appelle Pierre Legault, je travaille chez Malt, où je suis senior machine learning engineer, et mon rôle, c'est de travailler sur tout ce qui est moteur de recherche et de recommandation, de les créer, de les améliorer. Avant de partir vraiment dans le sujet du ranking, je vais présenter Malt et pourquoi est-ce qu'on est pertinent pour venir vous parler de cette thématique du ranking. En fait, il faut savoir que Malt, on est le marketplace de freelancing leader en Europe. Donc, on a plus de 800 000 freelances et 70 000 clients, entreprises clientes. Et ce qu'on permet, c'est à la fois aux freelanceurs et aux entreprises de se trouver, mais aussi de faciliter au maximum le travail, toutes les tâches administratives autour de ça. Donc, tout ce qui va être facturation, suivi d'activité, paiement, et voilà. Bien sûr, dans le cadre de cette présentation, ce qui va nous intéresser, ça va être plus la partie matching. Et il faut savoir que pour faire ce matching, on a 3 systèmes de recommandation et de recherche principaux. Le premier, c'est on a un moteur de recherche basé sur les mots-clés. Donc vous rentrez 1 ou 2 mots-clés et vous avez une liste de freelanceurs qui va apparaître. Ça, c'est le produit qui va être sans doute le plus intéressant si vous recherchez, vous avez un projet, vous avez 1 ou 2 compétences vraiment très très spécifiques par rapport à ça. On a un deuxième produit qui est ce qu'on appelle l'AI Search, où là, c'est plus basé sur une description un petit peu plus complète. Donc là, ça va être plus adapté si vous recherchez un profil un peu plus complexe, qui a besoin de plus de compétences, ou que vous voulez donner un peu plus de contexte à propos de votre mission pour vraiment être sûr qu'on va trouver la bonne personne pour vous. Et enfin, on a un moteur de recommandation. Donc cette fois-ci, c'est à partir des projets et des recherches que vous avez déjà faites, on va aller chercher d'autres freelanceurs pour être sûr que vous n'allez pas passer à côté de la personne qui serait pertinente pour vous. Donc maintenant, finalement, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que le ranking, parce que déjà dans nos 3 produits, on est vraiment dans cette thématique. Donc maintenant, on va commencer par définir ce que c'est le ranking. Donc une définition possible, c'est que le ranking, faire du ranking ou ranker, c'est ordonner des objets ou des personnes dans notre cas, par ordre de pertinence par rapport à une requête. Et donc quand on dit ça, on se rend bien compte de suite qu'il va falloir définir ce que c'est pertinence et qu'est-ce que ça veut dire requête. Pertinence, est-ce que si vous avez un projet, est-ce que le freelanceur le plus pertinent, c'est celui qui a vraiment toutes les compétences, ou alors est-ce que c'est celui qui a la plupart des compétences mais qui a plus d'expérience? Et pareil, côté recherche, est-ce qu'on prend juste les mots-clés et les compétences que vous avez saisies, ou alors est-ce qu'on prend aussi le contexte? Qui vous êtes comme entreprise? Dans quelle industrie? Et est-ce que du coup, les freelanceurs, ils ont envie de travailler dans cette industrie-là? Donc ça, c'était maintenant qu'on est d'accord sur à peu près ce que ça veut dire de ranker, dans quel contexte on est. Le reste de cette présentation, on va se mettre dans l'optique de se dire, si vous aviez besoin, vous, de créer un ranker, quelles seraient les étapes et quelles seraient les questions dont vous auriez besoin de trouver les réponses. La première, et pour faire ça, pardon, une bonne façon de procéder, c'est non pas de commencer par coder un modèle, etc. Ça va être déjà de se poser la question, ok, mettons que j'ai réussi à faire un ranker, comment je vais savoir qu'il est assez bon? Et une des étapes pour faire ça, c'est de se dire, ok, quelles vont être les métriques que je vais suivre et comment je vais mesurer. Il faut savoir que dans la thématique du ranking, en fait, il y a plusieurs types de métriques qui sont vraiment spécifiques. Donc, on va les parcourir. Donc, on a un premier type, c'est les métriques qui sont basées sur la position. Donc, en gros, c'est les métriques qui sont qui ont pour but de s'assurer que dans votre ranking, les éléments les plus pertinents sont rankés suffisamment haut. Bon, ça paraît être un peu la base. Mais on sent bien qu'à nouveau, il faut définir la pertinence. Donc là, on va se mettre dans le contexte où on a une query, où on a 3 freelanceurs, et va avoir un annotateur qui va avoir dit le freelanceur 1 et le freelanceur 3, ils sont pas pertinents. Par contre, le freelanceur 2, il est pertinent pour cette query. Donc si on revient à notre métrique, donc le but, comme je disais tout à l'heure, c'est s'assurer qu'on ait au moins un résultat pertinent qui est ranké suffisamment haut. Et donc on va se focaliser sur le rang des résultats. Une métrique qui est assez représentative et très utilisée, c'est ce qu'on appelle le MRR, le Mean Reciprocal Rank, qui se base sur l'inverse de la position du premier élément pertinent. Donc par exemple, sur cette query, on va avoir un Reciprocal Rank de 1 sur 2. Si je prends d'autres queries, parce qu'en général, quand vous entraînez, vous n'avez pas qu'un seul data point, et ben là, vous allez voir que sur la deuxième, on va être à 1 sur 3, et sur la troisième, 1 sur 1.
Et donc le mean reciprocal rank, ça va être 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 1, le tout divisé par votre nombre de queries, donc 3 ici. Donc ça, c'est un premier type de métrique. Deuxième type de métrique, les métriques type précision. Donc ça, pour ceux qui font de la classif et de la régression, enfin surtout de la classif, ça va vous parler. L'idée, c'est de s'assurer que on a suffisamment de résultats pertinents dans votre top 5, par exemple. Et donc là, on va se focaliser vraiment sur le nombre de résultats. Donc, on a, par exemple, la métrique précision ATK. Donc, si on prend notre exemple de tout à l'heure, on va se mettre, par exemple, à la précision, on va se dire, on va regarder notre top 2 uniquement. Donc, on ne considère pas du tout le troisième freelanceur. Et on va regarder, dans la première query, on va avoir un freelanceur sur 2 qui est pertinent. Donc, on va avoir une précision de 1 sur 2. Deuxième, on en a 0. Troisième, on en a 2 sur 2. Donc, on aura une précision de 1. Donc, deuxième type de métrique. Troisième type de métrique, là, c'est pour s'assurer que votre ranker il va être suffisamment bon sur un peu l'ensemble de vos queries. Et donc, on va prendre, par exemple, le hit rate vraiment à K, où ça va être la proportion de queries avec au moins un résultat pertinent dans votre top K. Si on reprend l'exemple, ici, on voit qu'on a 2 queries qui ont au moins un résultat pertinent. Jusqu'à présent, on est parti du principe que quand un freelancer était pertinent, il était pertinent et ils étaient tous pertinents au même niveau. En fait, dans la réalité, souvent, il y a des gens qui sont un peu plus pertinents que d'autres. Et donc, on va avoir des métriques qui vont être basées sur ça. Et donc, qui vont prendre en compte le fait que, par exemple, on va avoir des freelancers qui vont être pas du tout pertinents pour la requête parce que, par exemple, ils n'ont pas les bonnes compétences. Des freelancers qui vont avoir les compétences, mais on sait qu'ils n'ont jamais travaillé avec des clients par rapport avec nous, par exemple. Et on va avoir d'autres freelancers qui, au contraire, ont beaucoup d'expérience et ils ont toutes les compétences et donc ils vont peut-être être un peu plus pertinents. Et donc, on a des métriques type le DCG ou le NDCG qui vont venir traduire, s'assurer que le ranker, justement, favorise les freelancers qui sont les plus relevant. Enfin, on peut aussi vouloir mesurer aussi vraiment tout l'ordonnancement précis, parce que jusqu'à présent, on s'est focalisé sur est-ce qu'il y en a suffisamment. Là, c'est vraiment se dire, si j'ai tel ordre de freelanceur qui m'a été donné, je retrouve exactement cet ordre-là. Et donc là, pour faire ça, on a plusieurs métriques, typiquement le Kendall-Stowe ou la corrélation de Spearman. Maintenant, je vous ai donné tout un tas de métriques, mais finalement, comment vous devriez les choisir ? Pour votre cas d'usage à vous, en fait, souvent, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment vos utilisateurs ils jugeront votre produit. Donc, on va prendre le cas de Malte. Donc, sur vraiment juste ce produit, sur le dernier ranker qu'on a fait par rapport à la recherche par mots-clés, on peut voir que la page de résultats, à chaque fois, vous allez avoir 4 profils qui sont affichés par ligne. Et là, vous ne pouvez pas le voir, mais en vrai, on a 24 résultats par page. Et donc, quelle métrique on a pris pour assesser notre ranker sur ce produit-là? Alors déjà, on n'a pas pris le gain-based. Donc le NDCG et DCG, on n'a pas pris ça, parce que c'est des métriques qui sont hyper bien pour comparer vraiment les modèles entre eux, mais par contre, c'est des métriques qui potentiellement sont un peu moins interprétables. Et nous, c'était important pour nous de comprendre vraiment comment notre algorithme y fonctionnait. On n'a pas pris la corrélation, puisque la corrélation, je vous disais, c'est il faut vraiment avoir l'ordre entier. On s'assure que le freelancer A est plus meilleur que le freelancer B, etc. Sauf que nous, on s'est basé sur nos données historiques, et il faut se dire qu'il y a potentiellement 30 pages de résultats, et que le client va sans doute pas regarder en détail les 30 pages, et va nous dire celui-là il est mieux que l'autre, etc. Donc on n'était pas dans un contexte où on manquait d'informations pour pouvoir faire ce genre de métriques. Par contre, on s'est basé sur les métriques de type précision, donc la précision à 4, à 12 et à 24. Pourquoi 4, 12 et 24? Puisqu'en fait, c'est la proportion d'éléments pertinents, de freelancers pertinents dans notre première ligne, dans nos 3 premières lignes et dans notre première page. Pourquoi les 3 premières lignes? Parce qu'on a une étude qu'on a fait en interne qui nous a permis de comprendre que les clients regardaient les 3 premières lignes. Et donc, du coup, c'était important pour nous ce découpage. On n'a pas pris de métriques type position-based comme le MRR que je vous ai présenté tout au début, parce qu'on s'est dit que ça faisait un petit peu redondance avec la précision dans notre cas. Et par contre, on a pris le hit rate, donc avec le top 4 et le top 12, où là, l'idée, c'était vraiment de se dire, est-ce qu'on arrive à couvrir un petit peu tous les types de requêtes? Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, quand on a regardé nos données, ce qu'on s'est aperçu, c'est que globalement,
on s'est basé sur des données historiques. Et les données historiques, ça veut dire qu'on a regardé nos utilisateurs et comment ils ont interagi avec les freelancers qui leur ont été montrés. Sauf que les freelancers qui leur ont été montrés, ce sont des freelancers qui ont été présélectionnés par un algo qui n'est pas tout à fait bête dans la version précédente. Et donc, ils avaient tous les bonnes compétences. Si je prends une query, par exemple, je recherche un designer. Ben, globalement, dans mon dataset d'évaluation, j'allais avoir que des gens qui étaient des designers, ou quasiment que des gens qui étaient designers. Et donc, du coup, dans notre dataset d'évaluation, on n'avait pas la capacité de savoir comment le modèle généraliserait le jour où il se retrouverait à devoir prioriser entre un designer et un développeur, par exemple. Donc, on a rajouté ce qu'on appelait nous des bad cases. Donc, par exemple, pour des queries de designer, on a rajouté des exemples de comptables et de développeurs pour s'assurer que le rankeur, il les mettrait bien à la fin, parce qu'ils n'auraient pas été pertinents dans ce contexte. Et donc, pour ces mauvais cas-là, on a rajouté des métriques sur les bad cases. Donc, on a repris les mêmes, la précision à 4, à 12, à 24, et le hit rate à 4 à 12. Sauf que là, cette fois-ci, on veut que ces métriques elles soient quasiment à 0. On veut avoir 0 bad cases dans le top 4, dans le top 12 ou dans le top 24. Et un dernier point, on a rajouté aussi, en itérant, on a rajouté des métriques descriptives, comme la proportion de query terms, donc mon designer, à quel point les termes sont présents dans la headline. Donc la headline, c'est le Digital Project Manager, là que vous voyez affiché. Et pourquoi est-ce qu'on a rajouté ces métriques descriptives? C'est parce que tout simplement, quand on a fait des études, on a fait une éval en interne avec les employés, et tout le monde nous a dit « Ah, mais nous c'est important pour se dire qu'un résultat il est pertinent, c'est important que les mots que j'ai tapés soient présents dans cette headline. » Donc on a rajouté des métriques comme ça, pour voir comment le modèle se comportait, est-ce qu'il se comportait comme on s'attendait. Ok, donc maintenant j'ai je sais quelles métriques comment je vais vouloir évaluer mon modèle. Ben, comment on entraîne un modèle de ranking. Faut savoir qu'en fait il y a 3 approches pour le ranking. Il y a l'approche pointwise, où l'idée c'est que pour une query donnée, je reprends mon designer, je vais regarder tous les freelancers qui sont dans mon dataset, en rapport avec cette query-là, et je vais leur associer un label de manière indépendante. Donc il n'y a pas du tout de comparaison. Quand vous faites un classifier et que vous vous basez ensuite vous basez sur la probabilité pour ranker à la fin, disant celui qui a la classe qui est le plus probable, ça va être mon premier choix et puis après mon deuxième, etc. Vous êtes dans le cas pointwise. On a une deuxième approche qui est l'approche pairwise, où là l'idée c'est qu'on va vraiment comparer les freelancers 2 à 2. Donc je vais prendre, j'avais une opportunité où j'avais pour un designer et j'avais 4 profils. Et en fait, je vais regarder comment toutes les paires dans ces 4 profils et dire celle-là est meilleure, ce freelancer est meilleur que celui-là, ce freelancer est meilleur que celui-là, etc. Dernier point, listwise, où là cette fois-ci pour une query donnée, je me retrouve à avoir toute la liste des freelancers et je dis je veux exactement ce rang-là, je veux exactement cet ordonnancement-là. Chaque approche, bien sûr, a des avantages et des inconvénients. Le pointwise, c'est facile à implémenter, on a l'habitude. C'est facile à scaler, parce que en fait, vous prenez un freelancer à chaque fois, donc vous pouvez paralléliser au maximum, etc. Par contre, inconvénient, c'est que le modèle, il n'apprend pas à comparer, puisque chaque freelancer est vu de manière indépendante des autres. Et aussi, une petite erreur dans votre score, ça peut amener à un ranking complètement mauvais. Puisque par exemple, si vous avez, pour un freelancer, il a été ranké, il a le score associé, c'est 0,79, et puis l'autre, c'est 0,80. On sent bien qu'il suffit qu'il y ait un petit changement, et les deux peuvent s'intervertir, et on peut se retrouver avec un mauvais ranking. Pairwise, avantage, le modèle apprend à comparer. Inconvénient, comme on fait toutes les paires, il y a plus de complexité. Et aussi, on a le ranking parfait, il n'est pas garanti, puisque comme à chaque fois, à votre algorithme, quand il va apprendre, il va optimiser pour une paire, en fait, ça peut peut-être dégrader une autre paire. Donc là, vous ne garantissez pas le ranking complet. Listwise, là, l'avantage, c'est pour le coup, vous garantissez le ranking parfait. Par contre, ça demande plus de capacité de calcul. Et c'est difficile d'avoir de la donnée qualitative d'entraînement, puisque vous avez besoin vraiment de dire celui-là est vraiment meilleur que celui-là, qui est vraiment meilleur que celui-là, etc. Ce qui n'est pas facile à avoir. Je vais pas rester longtemps sur cette slide, mais c'est juste sachez que pour chacune des approches, vous avez des loss functions qui sont adaptés.
Et nous, côté Malte, on a choisi de partir sur l'approche pairwise parce que c'est elle qui offrait un bon ratio entre tout ce qui est entre qualité et faisabilité. Ok, donc maintenant, j'ai mes métriques. Je sais quelle approche je vais prendre pour mon entraînement. Je vais avoir besoin de données. Comment je récupère de la donnée et labelliser? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, d'abord, l'explicit feedback, donc des annotateurs. Et ça, vous pouvez le faire en mode pointwise, pairwise ou listwise. Donc, l'annotateur, à chaque fois, dit qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mieux. Vous avez tout ce qui est implicite. Donc, en fait, là, c'est plutôt vous vous basez sur les actions de vos utilisateurs. Vous avez plusieurs manières de le faire. Donc, soit vous avez des choses assez basiques comme le click-through rate, donc est-ce que la personne a cliqué ou pas. Bounce rate, dwell time, donc c'est est-ce qu'ils sont restés longtemps. Mais souvent, c'est des données biaisées et bruitées. Et donc, du coup, on va essayer de développer des click modèles qui vont venir un peu contrebalancer tout ce qui est bruit et biais. Ensuite, une autre catégorie, tout ce qui est pseudo-labelling, où là, vous pouvez mettre en place des règles pour mettre des labels soit pré-labellisés, soit labellisés complètement, donc soit avec des règles, soit avec des petits modèles. Et ensuite, vous pouvez aller sur de la génération synthétique, de données synthétiques. Alors, soit avec des LLM où vous générez carrément de la donnée complètement, ou vous pouvez juste leur demander de labelliser. Et vous pouvez aussi, sinon, vraiment faire de la data augmentation en modifiant juste des queries ou des items pour créer des variations. Nous, chez Malte, on s'est basé sur, on est parti sur l'implicit feedback, donc nos actions utilisateurs, plus rajouter de la donnée synthétique. Et donc là, je vais vous donner un peu quelques détails sur comment on s'est basé sur, qu'est-ce qu'on a fait. Donc nous, on a créé un click model, et donc l'idée, c'est que on est vraiment dans notre contexte de notre moteur de recherche. Et donc vous avez fait une recherche, et qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des freelancers qui vont être affichés, qui vont vous être affichés. Il y a un certain nombre de freelancers, vous n'allez pas interagir plus que ça avec eux, vous avez dit « Ah non, ça correspond pas » ou « J'en ai d'autres qui me plaisent plus », donc vous interagissez pas avec eux. Donc ils restent à l'état, juste ils ont été display. D'autres, ils vont attirer plus votre curiosité, donc vous allez cliquer dessus. Et là, mais quand vous allez cliquer dessus, ça s'arrête, vous dites « Ah finalement ça correspondait pas ». Donc eux, ils vont rester au stade viewed. Mais par contre, il y en a certains où vous avez dit « Ah, ceux-là ils m'intéressent, ceux-là j'ai envie de travailler avec eux ». Et donc eux, ils vont être au stade selected, si eux ne sont pas très intéressés. Par contre, nos freelancers, ils peuvent aller jusqu'à dire « Ah, ok, vous êtes intéressés vers moi et moi je suis intéressé par votre projet, donc travaillons ensemble ». Et donc ça, c'est le dernier stade. Et donc, en face de chacun de ces stades, on a positionné des labels, tout simplement. Par contre, je vous décrivais tout à l'heure le fait que notre donnée soit un peu biaisée parce qu'on a que dans l'historique, on a quasiment que des freelancers pertinents pour chacune des queries. Et donc ça veut dire que potentiellement, quand votre modèle il apprend, si j'ai une query designer et que j'ai que des designers, ils ont tous les compétences. Mais le modèle, lui, va essayer d'apprendre à optimiser et de dire c'est quoi les facteurs différenciants entre ceux qui ont applied et ceux qui ont displayed. Et il va peut-être prendre quelque chose comme le nombre de recommandations que vous avez. Ça peut être un critère. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où, dans votre anchor, en fait, vous envoyez, toujours la même query de designer, vous envoyez un développeur qui, lui, il n'a pas toutes les compétences, mais par contre, il n'a même aucune compétence sur ce que vous recherchez, mais par contre, il a énormément de recommandations. Le modèle, potentiellement, il a appris que ce qui était différenciant, c'était pas tellement les compétences, c'est surtout le nombre de recommandations. Donc, il risque de ranker haut votre développeur, ce qui serait plutôt une mauvaise chose. Donc, pour ça, on a rajouté les bad cases, avec un label négatif, donc moins bon que tous les autres, pour que le modèle apprenne à se dire « Ok, en fait, il y a quand même des trucs plus importants potentiellement, comme les compétences. » Ok, donc, on a nos métriques, on sait dans quel paradigme on veut se mettre, on a nos données. Quel type de modèle je peux choisir? Donc, grosso modo, il y a deux types d'approches, neural et pas neural. Sur le neural, grosso modo, c'est pratique pour tout ce qui est modéliser des relations complexes, potentiellement gérer du multimodal, il y a un petit peu moins de feature engineering à faire, et dans la littérature, c'est quand même ceux qui donnent les rankings les plus précis. Côté non neural, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une meilleure explicabilité. En général, c'est des modèles qui sont un peu plus légers en termes de coûts de computation. Quand vous avez moins de données, ils ont en général une meilleure performance, et c'est facile, grosso modo, c'est un peu plus facile d'arriver à avoir une bonne performance. Nous, chez Malte, on est parti sur une non-neural parce que on a pas mal de données, mais on a estimé qu'on voulait se mettre dans un setting un peu
plus petites données. L'explicabilité, c'est un truc plutôt important pour nous, parce qu'on traite quand même avec des humains, donc si on peut expliquer comment on choisit, c'est quand même mieux. Et quand on peut essayer de ne pas brûler la forêt amazonienne, on essaye. En parlant de forêt, on est parti sur les gradient boosted trees. Pourquoi? C'est parce que c'est dans toutes les solutions non neurales, sur du ranking, c'est vraiment le state of the art. Donc si vous devez partir sur quelque chose, plutôt sur ça. Je ne vais pas détailler ce que c'est les gradient boosted trees parce que j'ai pas trop le temps ici, mais c'est très intéressant et n'hésitez pas à les voir. Il y a 3 librairies principales pour faire ça: XGBoost, l'IGBM et CatBoost. Il y a 2 algorithmes principaux. XGBoost et l'IGBM vont utiliser un algorithme qui s'appelle LambdaMart et CatBoost va utiliser un algorithme qui s'appelle YetiRank. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ils fonctionnent, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces deux algorithmes, en fait, ils ont gagné le même challenge la même année, organisé par Yahoo, le même challenge de ranking, sauf qu'ils étaient sur 2 datasets différents. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que LambdaMart est plutôt développé par des chercheurs de Microsoft, là où YetiRank par des chercheurs de Yandex, Yandex étant le Google russe. Nous, on est parti sur CatBoost, donc plutôt YetiRank. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, la librairie gère bien les fictures catégorielles, ce qui est intéressant pour nous. Ça gère bien aussi par défaut. Si vous touchez rien, ça marche plutôt pas mal. Là où avec XGBoost, des fois, il faut chercher un petit peu plus. Dans l'algorithme de CatBoost, il y a la gestion d'une incertitude dans les labels. Donc, quand vous n'êtes pas sûr à 100% que le freelancer A il est meilleur que le freelancer B, ça gère un petit peu mieux ça. Et il y a pas mal de mécanismes de régularisation intégrés. Ok, donc maintenant j'ai mon modèle, j'ai mes datas, j'ai mes métriques. Bon, j'ai plus qu'à computer, faire mon évaluation offline et puis on est bon. Bon, en fait non, parce qu'en fait peut-être que oui, mais peut-être que non. En gros, il y a pas mal. C'est pas évident en fait de faire de l'évaluation offline sur du ranking, notamment basé sur des données utilisateurs, parce que il y a plusieurs biais. Donc déjà, le premier biais potentiel, c'est le position bias. Position bias, c'est quoi? C'est de dire les utilisateurs qui interagissent sur votre plateforme, ils vont plus cliquer sur les premiers résultats que sur les résultats de la page 4. Donc potentiellement, peut-être que vos labels, ils vont être un peu biaisés vers vers le haut du classement de votre ancien système. Un deuxième qui est l'exposure bias, c'est ok, vous avez un certain nombre de profils qui ont été vus, mais qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui n'ont pas été vus? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce qu'ils sont moins bons? Est-ce qu'ils n'ont pas été vus parce qu'ils sont moins bons vraiment ou pas? On ne sait pas. Presentation bias, c'est que vous pouvez avoir quand un profil il peut avoir tout bien, toutes les compétences, etc., mais il va moins bien performer parce que peut-être que la photo est moins attrayante, ou que votre plateforme, vous avez changé, vous avez mis en avant certains attributs de votre profil qui sont pas vraiment pertinents par rapport à votre recherche, mais c'est ça qui est mis en avant et du coup ça attire l'œil de l'utilisateur, il va cliquer plutôt sur ça. Donc ça, c'est 3 trucs qui peuvent vraiment jouer. Et il y a un dernier truc qui est que tout au début, je vous ai dit, c'est bien de définir vos métriques en avance, mais des fois, vous avez des métriques, vous avez défini en avance et vous vous rendez compte que ça change. Ce que vous aviez prévu, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et donc, vous pouvez avoir un mismatch et que vos métriques, elles sont bien, mais il vous en manque. Donc, nous, typiquement, la proportion de query terms dans la headline, dont je vous parlais tout à l'heure, on avait des algorithmes qui avaient tendance à être super bons sur le profil, était vraiment intéressant, mais par contre, il n'y avait pas les mots-clés vraiment dans la headline du freelancer, et donc nos utilisateurs, ils étaient un petit peu perdus. Donc voilà, les trois points. Donc, pour conclure, s'il y a quelques trucs à retenir ou qu'on vous conseillerait, c'est déjà essayer de définir comment vous allez mesurer avant. Ça, c'est assez intéressant et c'est assez structurant. Le pairwise, c'est plutôt un bon équilibre en termes de performance et faisabilité. Et faites attention à vos biais, parce que ça peut vraiment jouer énormément sur le succès de votre projet. Avant de terminer, juste, j'ai utilisé plein d'icônes dans cette présentation, donc c'est important de créditer les gens qui les ont faites. Et voilà, on est au bout. Donc merci d'avoir écouté, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Une question, 2 questions. On a à peu près 5 minutes pour prendre. Salut, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ouais.
Ma question est sur les nouveaux profils. Moi, si je viens demain, du coup, je vais être un freelancer et je crée mon profil et du coup, en termes de gain based, du coup, j'ai rien et j'ai pas d'expérience. Et du coup, je sais, enfin, du coup, peut-être que j'ai pas de chance. Du coup, j'ai pas mis dans le headline les keywords qui sont intéressantes et qui peuvent du coup m'aider à être parmi les mieux. Et quand par exemple, je regarde les meilleurs profils sur Malte, je trouve que ceux qui ont soit des super malteurs, soit des gens qui ont 30 missions. Et du coup, en fait, ça me sanctionne parce que je j'arrive pas à trouver une mission aussi. Surtout que je suis, par exemple, un junior qui vient de sortir de son école d'ingé. Et je sais pas si vous avez... alors, c'est pas un hack, mais comment je peux faire du coup pour avoir au moins une nouvelle mission ou ma première mission, soi-disant? Alors, c'est une très bonne question. On a vraiment conscience de ce problème-là dans l'algorithme actuel. Et donc, ce vers quoi on tend, alors ça sort un peu juste du ranking tel quel. J'ai pas présenté là, mais souvent un ranker, ça c'est pas tout seul. C'est pas tout seul, c'est-à-dire on prend pas toute la base de freelancers en entrée, on la rank par rapport à une query. Souvent, on va avoir une phase de un retriever qui va filtrer un certain nombre de profils, un ranker qui va juste ordonner parmi ces 600 profils, par exemple. Et ensuite, souvent, on va avoir une couche qui va être une couche qu'on appelle nous de policy, où on va pouvoir dire OK, voilà d'un point de vue business, ce qui est le plus intéressant pour nous. Par contre, on peut vouloir mettre en avant, par exemple, les nouveaux profils. Et donc, une chose qui se fait, qui est assez standard dans l'industrie, c'est de dire, par exemple, le 4e profil de ma keyword search, ça va être souvent un nouvel arrivant sur la plateforme. Donc, il y a plein de mécanismes sur lesquels on est en train de travailler, qu'on n'inclut pas forcément directement dans le ranker, mais qu'on met en plus. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien. Super. Moi, j'ai une question. Déjà, merci beaucoup pour la presse, c'était super intéressant. J'avais une question en termes de volumétrie. J'imagine que ça a été structurant pour le choix de l'algorithme, entre autres critères. Et du coup, j'avais des questions sur la volumétrie. Donc, par exemple, en termes de freelanceurs à ranker, qu'est-ce qu'on a quel est le nombre de freelanceurs qu'il y a dans la base de données, grosso modo, et peut-être une volumétrie aussi en termes de trafic, clic ou embauche, enfin signature de contrat, je sais pas quelle terminologie prendre. Et ceci étant dit, pourquoi partir est-ce que la volumétrie a influencé le choix d'un modèle basé sur des arbres plutôt que du deep learning? Alors, sur la volumétrie, donc on a 800 000 freelancers en base de données. Donc ça, c'est juste pour l'ensemble des freelancers. En fait, je vais avoir du mal à vous donner vraiment la volumétrie là, parce qu'en plus, on a fait pas mal de travaux pour vraiment essayer de nettoyer nos données, ne prendre que ce qui... On n'a pas pris tous les projets de Malte, par exemple. On n'a pris qu'un certain subset, etc. Donc on a fait tout un travail là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, le dataset d'évaluation, le premier qu'on avait fait, on était à peu près sur 9000 opportunités qui avaient en moyenne, je dirais, une vingtaine de freelancers chacun. Donc ça peut donner un ordre d'idée. Et sur le choix de pourquoi est-ce qu'on est parti sur les arbres, très honnêtement, ce qui a plus joué, c'est à la fois la complexité de mise en place, parce que en fait, on avait aussi pas mal d'expérience sur tout ce qui était arbre. Le côté explicabilité, quand même, c'est un truc important pour nous. Alors d'autant plus avec AI Act, où on va essayer quand même d'aller de plus en plus vers ça, et même nous, on a envie. Et aussi le coût de calcul. Et il faut savoir, alors c'est que j'ai mis le coût computationnel, mais souvent aussi, on va avoir, ça peut être potentiellement un peu plus rapide aussi. C'est un peu moins lourd en termes de calcul, souvent les arbres. Voilà, c'est plutôt ça qui nous a fait aller vers ça. Merci beaucoup pour ces questions et pour cette présentation.